Super. Alors tout d'abord, j'aimerais exprimer ma gratitude envers Françoise, ainsi que la Société française d'études du monde tibétain pour m'avoir invité à présenter mes recherches aujourd'hui. Je souhaiterais également remercier Camille, mais je crois qu'elle n'est pas là parmi nous, pour avoir organisé ma venue, et ceci malgré un agenda quelque peu chargé, mais des plus heureux, puisque nous avions hier la soutenance de thèse de Jean-Baptiste, enfin de Dr Georges Picot, et je profite de te féliciter encore une fois pour ce très beau travail de thèse. Alors, comme convenu, je vais débuter par une courte présentation de mon livre, publié en novembre dernier, avant de passer au thème du jour, ethnogénèse au Pays des Neiges, mécénat, dons et formation identitaire. Alors cette recherche, dont je ne présenterai que quelques aspects, s'inscrit directement dans le prolongement de mon étude de la vallée himalayenne de la Spiti et j'espère fera l'objet d'une nouvelle monographie prochainement. Donc, voici le livre, Spiti, la vallée gigantesque aux strates polychromes, recherche archéologique et historique dans l'Himalaya occidental, qui est en fait une version élargie de ma thèse de doctorat de l'Université d'Oxford. La publication de ce travail a été rendue possible grâce à Charles Ramble, qui devrait arriver avec, sauf erreur, 2 exemplaires. Voilà, il semblerait que son train ait du retard. Et donc publié par les éditions Vajra, avec notamment le soutien de l'Agence nationale de la recherche. Donc, la Spiti est une vallée fluviale et frontalière de l'Himalaya occidental, aujourd'hui dans l'État indien d'Himachal Pradesh, et nous aurons l'occasion de voir sa situation plus précisément sur une carte. Dans ce travail, je me suis concentré sur la formation et le développement historique du site de Dankar, qui, au fil des siècles, a joué le rôle de Gyesa, un terme tibétain que l'on peut traduire par site royal, chef-lieu et même capitale en fonction du contexte géopolitique. L'analyse de ce site a été réalisée en s'appuyant non seulement sur l'étude des vestiges archéologiques, mais aussi sur l'examen des données épigraphiques de la région et sur celui des archives locales du monastère de Dankar. L'usage donc approfondi de ces sources primaires m'a permis de produire la synthèse historique peut-être la plus complète réalisée à ce jour au sujet de cette vallée. 2 aspects de ce travail sont particulièrement pertinents pour la discussion d'aujourd'hui. Le premier, je souhaiterais insister sur la position éminemment périphérique de la Spiti, située à la croisée des mondes indiens, centra-asiatiques et tibétains, ainsi que des grandes religions qui prédominent, à savoir l'hindouisme, le bouddhisme évidemment, et bien sûr l'islam. Cette position géographique, comme nous allons le voir, soulève la question de l'intégration des confins occidentaux du plateau tibétain dans la tibétosphère, qui représente non seulement une zone d'influence linguistique, mais aussi culturelle. Le deuxième point essentiel, souligné par mon étude sur l'histoire de la Spiti, est le rôle joué par les registres de donateurs. Ces documents que j'aborderai plus en détail dans la seconde partie de cette présentation se retrouvent de fait dans toutes les régions tibétophones de l'ouest de l'arc himalayen. Ils fournissent non seulement des informations précieuses sur l'influence d'un bouddhisme que l'on pourrait qualifier de populaire, mais mettent également en lumière des constructions identitaires des communautés peuplant ces régions frontalières. À dessein, donc le Pays des Neiges, peu Kawachen. J'imagine que ce n'est une surprise pour personne. Ici, c'est le plus haut et le plus grand plateau du monde, d'une superficie de 2,5 millions de kilomètres carrés, soit 5 fois la France. Au sud de ce plateau, eh bien, la chaîne de l'Himalaya, qui, elle, s'étend sur 2400 kilomètres. Alors, les habitants du plateau de l'Himalaya constituent un groupe extrêmement varié, mais ils ont en commun une langue qui se décline en de nombreuses variantes dialectales, une économie axée sur l'agriculture et l'élevage, ainsi qu'une certaine vision religieuse du monde qu'ils habitent.
Leur sentiment d'identité est aussi renforcé par une histoire commune. Pour les historiens contemporains, l'histoire du Tibet débute au 7e siècle avec l'élaboration de l'alphabet tibétain et les premières sources écrites. Les historiens tibétains d'autrefois, quant à eux, eh bien, privilégient une approche religieuse pour décrire l'histoire de leur pays. Une première phase d'assimilation du bouddhisme du 7e au 9e siècle est suivie d'une période de renaissance connue sous le nom de seconde propagation des enseignements qui débute vers le 10e siècle et je vais y revenir. Alors au fil de cette histoire, Lhasa, marqué ici en rouge, devient le cœur du bouddhisme tibétain et la capitale politique, du moins à partir du XVIIe siècle. Mais quelle signification le fait de parler le tibétain et de pratiquer le bouddhisme avait-il pour des communautés situées en dehors du Tibet central? Et comment des individus vivant à la périphérie du bouddhisme tibétain ont-ils élaboré un sentiment d'identité et d'appartenance qui allait au-delà finalement des caractéristiques très générales que je viens de rappeler? Donc, dans cette présentation, j'aimerais me pencher sur le processus de formation identitaire des communautés situées dans les régions occidentales du plateau tibétain, soit 1200 kilomètres du Tibet central. C'est un voyage à pied d'environ 9 semaines. Alors, pour ce faire, peut-être qu'il faut commencer par rappeler quelques-unes des grandes étapes historiques qui sont pertinentes à ces régions. Au milieu du 7e siècle, eh bien, les armées de Songtsen Gampo, le grand roi tibétain et premier monarque bouddhique, conquièrent le royaume de Changshu, qui devait recouper en grande partie les régions de l'ouest du plateau tibétain, entourées ici à l'écran. L'importance de cette expansion est considérable, car elle place ces régions sous le contrôle tibétain et entraîne une réorganisation à la fois territoriale et administrative. Le Tibet occidental est alors divisé en Haut-Changshu et Bas-Changshu, et ces deux unités administratives sont chacune subdivisées en 5000 districts qui comprennent des entités encore plus petites, utilisées pour la collecte d'impôts, mais aussi pour la levée de milices. En outre, l'annexion de ces territoires contribue fortement à la diffusion de la langue tibétaine. Je pense qu'il est important de souligner qu'avant le 7e siècle, eh bien, les habitants de ces territoires ne parlent pas le tibétain, mais utilisent leur propre langue, qu'on désigne parfois par la langue de Changshu, considérée aujourd'hui comme l'une des plus anciennes de la famille des langues tibéto-birmanes. Et nous verrons dans ces régions ressurgir ici et là des traces de cette langue, notamment à travers l'usage de toponymes et de patronymes locaux. Avec l'effondrement de l'Empire tibétain, donc au milieu du 9e siècle, eh bien, des descendants de la lignée impériale émigrent vers le Tibet occidental, où ils parviennent à fonder un nouveau royaume, en grande partie grâce à des alliances matrimoniales. Ce nouveau royaume est connu sous le nom de Deux Ngari Korsum, ou les trois provinces du Haut-Ngari, qui comprennent les régions de Purang, Gugé et Ladakh, du moins ce qu'on appelle aujourd'hui le Ladakh, délimité ici à l'écran. L'influence du bouddhisme dans ces régions au début du Xe siècle semble encore relativement restreinte, du moins à partir d'après les éléments archéologiques disponibles. De fait, certaines sources tibétaines suggèrent que le substrat indigène et la culture autochtone se distinguent singulièrement de celle des Tibétains s'installant dans ces régions frontalières. Alors, dans ces textes, eh bien, on parle de la culture de Shangshung, Shangshung Kitsugla, comme étant toujours influencée par d'anciennes coutumes non bouddhistes, en particulier par des croyances bonnes. Les initiatives de la dynastie régnante pour promouvoir le bouddhisme et établir un cadre légal dans le nouveau royaume vont illustrer, à mon sens, ces différences culturelles qui existent encore au sein de la société du Tibet occidental à la fin du premier millénaire. Alors, regardez un petit peu plus en détail ces régions tibétophones du Tibet occidental.
Alors, cette zone frontalière de l'ouest du plateau eh bien, comprend les régions suivantes, le Baltistan tout au nord, le Ladakh, le Zanskar, le Lahoul, la Spiti, le Haut-Kinor, Gougué, Purang et le Dolpo au sud. Et on pourrait peut-être même y ajouter encore le Moustang à l'est. Bon, je ne le fais pas parce qu'en fait, je n'ai pas encore trouvé de documents de donateurs qui correspondent exactement à ce que les autres régions offrent. Mais je pense on doit être dans la même zone d'influence culturelle. On peut également préciser qu'à partir du 7e siècle de notre ère, avec le début du processus de tibétanisation de ces régions, la langue parlée sera amenée à évoluer différemment dans le nord-ouest et le sud-est de cette zone linguistique. Parmi la langue archaïque de l'ouest, on distingue les dialectes non tonales parlés au Ladakh, au Pourrique et au Baltistan. La langue innovante de l'ouest, quant à elle, se distingue par l'emploi d'un registre tonal et d'autres particularités phonologiques. Alors, cette langue innovante englobe les dialectes de la Spiti, du Haut-Kinor, du Haut-Ladakh, du Zanskar, du Lahoul, du Haut-Kinor et de Ngari. La distinction entre les deux groupes, comme le suggèrent les aires géographiques indiquées à l'écran, est observée lorsqu'on se déplace des marges nord-ouest du plateau vers son centre. Alors, un aspect phonologique intéressant de la langue archaïque de l'Ouest est la tendance de ces locuteurs à prononcer certaines lettres préfixées ou suscrites. Pour ceux qui sont familiers avec le ladakhi, vous le savez assurément. L'exemple que je vais donner ici, c'est la vallée de la Spiti, qui pour un habitant de cette vallée est la Piti, alors que pour un habitant du Ladakh qui se rendrait dans la région voisine, eh bien, il se rendrait à la Spiti, puisqu'il va prononcer la lettre suscrite ça. Alors, c'est au roi Yéchéu, grâce à son génie politique, que l'on doit de jouer ce rôle décisif, à mon sens, dans la transformation sociétale qui va façonner l'émergence d'une nouvelle identité culturelle au Tibet occidental. Là, vous avez une très belle photo de David Pritzker ici, où l'on voit un portrait de Yéchéu en habit de moine. Alors, c'est un portrait qui date du XVe siècle et qui vient de la grotte de Karzong. On est au Gougué, dans cette région. La tradition tibétaine verra dans ce roi, devenu moine, le principal artisan de la diffusion ultérieure du bouddhisme, avec l'aide, entre autres, du très célèbre traducteur Rinchen Zampo. Une partie restreinte de ses écrits, comprenant des décrets et ordonnances, a été préservée dans des sources littéraires ultérieures, et à ceci, on peut encore ajouter des textes du XVe siècle provenant d'auteurs du Tibet occidental qui abordent également ses rois religieux et sa vision politique. Alors, il s'agit bien sûr du Ngari Gira, de la succession royale du Ngari, mais aussi du Lalama Yesheki Nantargieba, soit une longue biographie du moine roi Yesheu compilée vers 1480 par le grand pandita de Gougué, Jakpa Gyaltsen Pelzangpo. Alors, je vais vous lire à présent un extrait de la succession royale de Ngari qui offre un aperçu des rôles et des responsabilités attendus des habitants de ces régions frontalières occidentales. Tous les laïcs et les religieux doivent protéger la stabilité de la doctrine bouddhique. Désormais, il faut faire preuve de déférence à l'égard des enseignements et des commentaires récemment acquis et respecter tous les religieux ordonnés et les érudits. Tous les moines et laïcs doivent protéger le Tibet occidental contre les déprédations des peuplades frontalières. Tous les laïcs doivent apprendre à tirer à l'arc, à courir, à sauter, à faire de l'exercice, à nager, à monter à cheval, à écrire, à lire, à compter toutes choses que font les hommes athlétiques. De plus, tous doivent apprendre à être forts et courageux. Fin de citation. En parallèle à ces mesures, et en ce qui concerne le programme religieux de Yesheu, eh bien, il repose sur trois aspects fondamentaux. Premièrement, l'élimination des pratiques hérétiques ou erronées.
Deuxièmement, la revitalisation de la tradition monastique. Et troisièmement, l'assurance que les moines respectent les règles et la discipline du Vinaya bouddhiste. Ce programme s'accompagne d'une série de directives invitant les jeunes à se rendre en Inde pour apprendre le sanskrit et recevoir des enseignements bouddhiques, mais aussi à s'engager dans une vie monastique en se faisant ordonner dans le sangha bouddhiste. Alors, nos sources du XVe siècle s'accordent à dire, et je cite, 200 jeunes gens du royaume des 3 provinces du Haut-Tibet, intelligents, vifs, honnêtes et d'une grande force d'âme, furent choisis pour s'engager sur le chemin de la libération. 100 jeunes du Bugé, 40 jeunes du Burang, 30 de la Spiti et 30 du Ladakh furent réunis. Fin de citation. Pour permettre ce renouveau de l'ordre monastique, plusieurs grands monastères sont fondés, les plus célèbres étant Nyarma au Ladakh, Korchak au Burang, Tabo dans la Spiti, bien entendu Toling au Bugé, qui devient en quelque sorte la capitale religieuse de ce royaume. Plus important encore pour l'histoire sociale de cette période, certains villages et maisonnées se voient confier la tâche cruciale de fournir le soutien économique nécessaire à la survie de ces institutions monastiques. Alors cette information, selon laquelle les monastères obtiennent le contrôle des villages, est en accord avec les modèles observés dans d'autres régions de l'Inde bouddhiste. C'est notamment le cas au Cachemire voisin, à la même époque où la viabilité économique des monastères est assurée en leur fournissant une base de production agricole autonome. Cet aspect fait dire à Guge Pandita, le biographe du roi de Yesheo, ce qui suit, Ngari Chokortu Cheshing, Labang Sucheva. Ngari se transforma en royaume bouddhiste et son peuple fut divisé en serviteurs de communautés religieuses. Alors la question que nous devons nous poser, en tout cas celle que moi je me pose, est la suivante: qui sont ces labang, ces sujets et serviteurs contribuables soumis à l'entretien des communautés monastiques nouvellement établies au Tibet occidental? Et deuxièmement, quelle est leur relation, quelle est la nature de leur relation avec le bouddhisme au tournant du premier millénaire? Alors, sachant que la plupart des sources littéraires traditionnelles sont plus ou moins silencieuses à leur sujet, nous n'avons d'autre recours que de tracer leur activité au travers des données épigraphiques laissées par certains de ces individus. Ce qui est possible. Donc, heureusement pour nous, nous possédons ce qui pourrait être la plus ancienne représentation du Tibet d'une communauté monastique et de ses serviteurs, de ses labans, situés en tout cas de ses chindas, situés à l'intérieur du hall d'entrée du monastère de Tabo, un complexe qui fut fondé en 998 dans la vallée de la Spiti. Alors, nous avons affaire ici à un cliché historique, qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler les photos que nous faisons à l'inauguration d'un nouvel institut ou laboratoire de recherche avec ses scientifiques, ses sponsors et son personnel. Et les individus représentés sur cette peinture sont identifiés grâce à des cartouches qui indiquent non seulement leur nom, mais aussi, dans certains cas, leur lieu d'origine et leur titre. L'homme représenté au centre de la première rangée, c'est le mécène, fondateur de ce monastère de Tabo, le roi et moine Yeshé lui-même, qui est entouré de ses fils. Donc, le personnage à sa droite est le Lassé, le prince Nagaraja, et le personnage à sa gauche est identifié comme le Latsumpa, ou moine de son royal Deva Raja. Le reste de cette communauté se divise entre fidèles laïcs à gauche et les religieux à droite, du moins pour les 4 premiers rangs. Alors, bien que cette peinture soit très endommagée, on peut raisonnablement estimer qu'elle représente une trentaine de religieux. En fait, je pense qu'il y en a exactement 30. Et ce chiffre semble donc confirmer les sources littéraires du XVe siècle, lesquelles indiquent, comme nous l'avons vu, que 30 jeunes originaires de la Spiti
rejoignirent les ordres sous le règne de Yeshua. Parmi ces jeunes, on trouve également des moniales, que les cartouches désignent comme des Getsulma, c'est-à-dire des nonnes n'ayant reçu qu'une ordination mineure. Le reste de ce sangha est constitué de laïcs, hommes et femmes. On dénombre au total 12 clans ou familles dont les dénominations ne sont pas d'origine tibétaine. On trouve par exemple les Nielwer, les Mangver, les Rukver, les Rumver et les Makpitsa que vous voyez ici sur cette image. Les membres de ce dernier clan sont d'ailleurs les plus nombreux en l'an 998, enfin 98, pardon, avec 2 bienfaiteurs laïcs et pas moins de 7 moines qui sont issus de cette famille de l'Ouest tibétain. L'importance de ces grands clans familiaux originaires du Tibet occidental est d'ailleurs reconnue par des auteurs bouddhistes tels que Japa Gyaltsen, qui attribuent l'origine des 5 plus importantes d'entre elles à une lignée royale non tibétaine. Alors, selon cet auteur, les clans des Mangver, des Meulver, des Kinver et des Rukver et des Rumver étaient connus comme les Shangshung Chenga, les 5 frères ou les 5 parents de Changshu, encore au XVe siècle. Voilà, on va laisser Charles s'installer. Alors, on peut encore observer la représentation des membres de l'une de ces familles à l'intérieur d'un stupa monumental situé dans l'enceinte du monastère de Teli, dans la région de Gugé. Alors, les premières recherches sur ce complexe ont été menées par l'archéologue chinois Zhang Jianling, puis par Amy Heller, qui s'est penché sur les données épigraphiques de ce monument. À l'intérieur de ce stupa, on trouve les représentations d'environ 30 donateurs, hommes et femmes, qui ici sont, qu'on peut voir, revêtus de leurs vêtements traditionnels du Tibet occidental. Alors, chaque donateur est identifié par un petit cartouche placé près de sa tête qui mentionne son nom et parfois son statut social. Et parmi ceux-ci, on figure notamment 2 Makpun, 2 officiers militaires. Alors, les noms de 26 de ces donateurs ont pu être identifiés. Ils révèlent qu'ils appartiennent tous à un même clan, au même clan familial. C'est le clan des Rukver, qui est vraisemblablement l'une des familles les plus influentes du Tibet occidental à cette époque, comptant parmi ses membres, eh bien, le grand traducteur Rinchen Zangpo lui-même. L'image que vous avez à présent devant les yeux constitue, à mon sens, le document peut-être le plus significatif pour l'étude de la seconde diffusion du bouddhisme au Tibet. Une ode à cerner les profondes transformations sociétales qu'elle a probablement engendrées au sein des populations locales de l'Ouest tibétain. Alors, il s'agit de la statue d'Avalokiteshvara de Kamru. C'est un monastère du Haut-Kinor qui se trouve à environ quelques jours de marche de Tolé. Alors, ce bronze porte une inscription assez longue en tibétain sur la partie inférieure de son piédestal, qui a été étudié par plusieurs chercheurs, tels que Raoul Chankrityayan en 1975, puis par Perkvern, Lakshman Thakur et plus récemment par Amy Heller. Il me semble cependant qu'on n'a pas véritablement perçu l'importance épigraphique de cette image, en tout cas pour l'histoire culturelle du Tibet occidental. Alors on va commencer par regarder son inscription. Pandita Viryabhadra a accompli le rituel. Le grand conseiller des mers, Lugun, ses proches, épouses et fils, ayant agi en tant que donateurs, ont demandé que les images des protecteurs des 3 familles soient faites pour le mérite du défunt Shetsen, le grand conseiller des mers. Que la souillure du défunt et celle d'un nombre infini d'êtres sensibles soient purifiées. Alors, le maître bouddhiste Viryabhadra, évidemment, n'est pas tibétain, il s'agit d'un érudit indien
qui s'est rendu au Tibet occidental et a collaboré étroitement avec Rinchen Zangpo. Du coup, on peut attribuer la création de cette image à la première moitié du XIe siècle. L'inscription précise toutefois que cette image appartient à un groupe, à un ensemble de 3 statues qui devaient représenter les bodhisattvas Manjushri, Avalokiteshvara et Vajrapani. Quant aux commanditaires de cette œuvre, ils appartiennent à une famille influente de cette région, celle des mers, et les activités des mers sont relativement bien documentées grâce aux données épigraphiques du Tibet occidental, en particulier celle du Ladakh, mais aussi plus au nord, celle du Wakhan ou Wakhan. Et grâce aux recherches de Niels Martin, qui est parmi nous aujourd'hui, eh bien, on sait que plusieurs membres de ce clan mer ont joué un rôle crucial, notamment dans l'expansion et le contrôle des régions occidentales du plateau à la fin de la période impériale et pendant la seconde diffusion du bouddhisme. Il n'est donc pas tout à fait surprenant que le principal donateur de cette statue porte le titre de grand conseiller ou ministre. C'est un lunche. Cette fonction est sans doute héréditaire, comme le prouve le fait que le même titre était également associé à son défunt père. Alors, le but principal de la création de cette image est clair. Il s'agit d'accumuler et de transférer des mérites au père du donateur, une pratique fondamentale du bouddhisme mahayana. Alors, en quoi cette statue et son épigraphe sont-ils si remarquables et que nous apprend-elle au sujet des transformations culturelles majeures survenues au Tibet occidental durant cette période? Alors, tout d'abord, il s'agit de la toute première attestation épigraphique que nous ayons d'une image bouddhiste portative, donc d'un bronze, commandité au Tibet. Je n'en connais pas d'autres qui seraient plus anciennes. Si vous en connaissez, je serais vraiment très heureux de l'apprendre. De plus, il s'agit de la plus ancienne preuve épigraphique, à ma connaissance, d'un groupe de bienfaiteurs tibétains, et donc il faut mettre ce mot tibétain entre guillemets, qui cherchent activement à accumuler des mérites en offrant un groupe de statuts, puis à dédier et transférer ces mérites à un parent décédé. Or, cette pratique bouddhiste ne va pas du tout de soi dans le contexte culturel de l'Ouest tibétain à la fin du Xe et XIe siècle. De fait, on trouve dans les écrits d'Yeshue une condamnation sans équivoque des anciennes coutumes indigènes concernant la mort et les pratiques funéraires au Tibet occidental. Alors, la littérature académique, eh bien, s'est principalement penchée sur les lois religieuses de Yeshue, visant à restreindre les rites tantriques les plus transgressifs, notamment ceux liés à l'union sexuelle et à la violence rituelle, mais elle a quelque peu omis de traiter la condamnation bouddhiste des Shin-napo, des funérailles noires, comme l'a bien rappelé Samden Karmé. Alors, ces funérailles noires, eh bien, elles comprennent des sacrifices d'animaux. On le sait d'ailleurs, c'est confirmé par l'archéologie de l'Ouest tibétain et du Tibet central, mais aussi l'inhumation de biens funéraires avec les défunts. Grâce à l'anthropologie, eh bien, nous savons que les rituels effectués pour les morts, ainsi que les rites funéraires en général, eh bien, reflètent fréquemment la conception de la vie après la mort, ainsi que les croyances cosmologiques d'une société. Donc, l'évolution de ces pratiques funéraires, au fil du temps, peut révéler des transformations dans les croyances et les pratiques religieuses au sein d'une même société. Donc, le roi Yeshe, à la fin du Xe siècle, met fin à ces pratiques ancestrales et encourage plutôt les pratiques bouddhistes de générosité, donc les textes parlent de Jimpa, et d'action vertueuse de Gewa Cheba. On assiste donc, en tout cas à mon sens, à une transformation assez radicale, non seulement dans les rituels entourant les pratiques funéraires, mais aussi dans la représentation religieuse de la mort et des rites post-mortem à accomplir au nom des défunts. Donc, qu'il s'agisse de la fondation du monastère de Tabo, celle du Stupa Toling ou encore la création de ce bronze,
Il semble que les serviteurs, les labang, mais aussi les donateurs locaux, les chinda, fassent partie essentiellement des grands clans familiaux composant les communautés locales de l'Ouest tibétain. Cette observation en soi n'a rien d'extraordinaire quand on considère que le schéma historique de l'adoption du bouddhisme suit généralement un modèle de diffusion du haut vers le bas. Et dans ce modèle, eh bien, la religion est d'abord adoptée par les élites au pouvoir avant de se répandre parmi les couches plus larges et plus profondes de la société. Mais l'analyse des sources textuelles, visuelles et épigraphiques relatives au Xe et au XIe siècle, eh bien, suggère que le mécénat au Tibet occidental est principalement l'apanage des élites tibétaines et indigènes. Voilà. Cela nous amène maintenant à parler ou à examiner un autre type de document pour essayer de mieux saisir l'influence que le bouddhisme a pu exercer sur les strates plus profondes de la société de l'Ouest tibétain. À partir de la fin du XIIe siècle, le royaume des trois provinces de Ngari subit une fragmentation en raison de l'affaiblissement du pouvoir central, qui entraîne une division territoriale importante et par conséquent une réduction du soutien apporté aux institutions bouddhistes. Mais à la fin du XIIIe siècle, de nouvelles formes de documents attestent un renouveau du patronage au sein de nouvelles entités politiques. Alors, ces documents sont ce que j'appelle des registres de donateurs, car ils témoignent par écrit des donations et des actes vertueux réalisés par les membres des communautés bouddhistes de ces régions. Alors, en tout, j'en ai recensé 29, réalisés entre la fin du XIIIe siècle et le début du XXe siècle. Alors, la production et la répartition géographique comprend les régions tibétophones du Ladakh, du Zanskar, du Laoul, de la Spiti, du Haut-Nord, de Bugé et du Dolpo. Et pour chacune de ces régions, vous avez donc le nombre de ces documents identifiés sur place ou alors dans la littérature déjà publiée. Alors, ces registres de donateurs, ils peuvent se présenter sous trois formes. Premièrement, des inscriptions de fondation dans le cadre du patronage d'édifices religieux. Deuxièmement, des préfaces rédigées dans des manuscrits, recopiés à la demande de bienfaiteurs. Et troisièmement, des pierres gravées lors de la construction de murs mani. La fonction de ces documents repose sur la pratique de la générosité et de l'accumulation de mérites. Et à ce titre, ces registres non seulement mentionnent le nom des donateurs, mais précisent également l'objet de leur contribution, ainsi que leurs aspirations personnelles, qu'elles soient mondaines ou spirituelles. Alors, comme on va le voir, ces registres de donateurs étaient des documents publics et devaient également servir de moyens de communication très efficaces, surtout dans un contexte où finalement les sources d'information et les interactions sociales étaient souvent confinées à l'environnement immédiat de tel ou tel village. Alors, quelle que soit leur provenance, la longueur, quelle que soit leur provenance, leur longueur ou la période de composition, ces registres de donateurs affichent une structure interne remarquablement homogène que j'ai essayé de mettre en évidence ici à l'écran. Les points d'interrogation n'ont rien à faire ici, vous pouvez en faire abstraction. Ces documents se composent généralement de trois parties. Premièrement, une introduction religieuse, suivie d'un exposé cosmologique et géopolitique, et enfin de la partie consacrée aux dons proprement dit. Alors, ces documents débutent et se concluent fréquemment par des expressions sanskrites de bon augure, mais transcrites en tibétain, telles que Om Swastiaram en ouverture ou alors Mangalam à la fin. Ces registres comportent aussi des expressions exclamatives, telles que l'exclamation d'émerveillement, MAO, mais plus fréquemment l'interjection qui est là, ou simplement qui est, que l'on peut peut-être traduire en français par oye. Alors, ces expressions d'oralité, elles divisent le contenu de ces documents en sections identifiables, mais elles confèrent, à mon sens, également à ces registres de donateurs
une fonction performative en captant l'attention des observateurs, un peu comme un crieur public qui apostrophe son monde pour communiquer ses informations. La première partie de ces documents est constituée d'une louange ou d'une invocation religieuse dont le contenu peut varier au fil du temps en fonction de l'école du bouddhisme tibétain à laquelle se rattachent le ou les donateurs. Elle est presque toujours rédigée en vers, contrairement au reste du document qui, lui, peut alterner entre prose et passages versifiés. La seconde partie de ces documents est un exposé cosmologique et géopolitique, et ce récit introduit la dernière section des registres en localisant le lieu de résidence du ou des donateurs dans les régions constitutives de l'Ouest tibétain. Et la troisième partie de ces documents, eh bien, elle constitue la raison d'être de ces témoignages écrits. Dans sa version la plus développée, cette dernière section inclut une liste de donateurs et de leurs contributions, le Chimpa Jimpa, une dédicace, Ngowa Yunche, ainsi qu'une formule de clôture, généralement l'expression méritoire Mangalam ou alors son équivalent tibétain Chashi. La seconde partie de ces registres est incontestablement la plus intéressante pour l'histoire culturelle du Tibet occidental, et nous verrons qu'elle est particulièrement utile aux historiens pour dater ces documents. Alors, cette section a pour objectif, d'une part, de décrire la position géographique des donateurs dans le cadre plus large d'une représentation du monde bouddhiste, et d'autre part, de réaffirmer le contexte politique dans lequel ces bienfaiteurs évoluent. Alors, ce processus s'effectue par un zoom à la fois cosmologique, géographique et historique, qui met en lumière le rôle unique du Tibet comme réservoir du Dharma, de la doctrine bouddhiste. Alors, cet exposé peut varier en longueur et en contenu, mais ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il s'appuie généralement sur un ensemble d'images clés et de motifs littéraires récurrents, que le document date du XIIIe siècle ou du début du XXe siècle, qu'il soit du Ladakh ou alors du Dolpé. Alors, je vous propose de jeter un œil à 3 de ces documents de différentes longueurs, mais provenant aussi de différentes périodes, pour mieux comprendre la logique interne de ces registres de donateurs. Alors, on va commencer tout d'abord à Wandla, au Ladakh, où se trouve le plus ancien exemple de registre correspondant au modèle que je viens de décrire. Alors, ce document se présente sous la forme de l'inscription de fondation du Tashil Sumtsek, on y retourne, un temple bouddhiste de 3 étages. C'est l'édifice en rouge et blanc sur cette photo de Christian Luksanitz. Alors, selon l'inscription de ce temple, il fut fondé par un bienfaiteur laïque du nom de Bagdad Kyap entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle. Il est le fils d'un seigneur local, mais aussi l'aîné de 4 frères, qui sont apparemment tous adeptes de l'école Jingwupa du bouddhisme tibétain. Je reviendrai sur l'importance de cette affiliation à la fin de ma présentation. Alors, vous voyez ici l'inscription de fondation et la traduction de la partie centrale. Donc, on s'intéresse à la seconde partie de ces documents. Et je cite, « Oyez, le meilleur continent et le plus remarquable est le continent méridional de Jambudvipa, où l'enseignement du Bouddha s'est répandu jusqu'au pays de Pugel, Tibet. Plus précisément, au nord du mont Kailash, le roi des montagnes enneigées, s'écoule le grand fleuve Indus. À sa gauche se trouve un lieu privilégié, le divin pays de Gyaching, où se dresse plus particulièrement le siège adamantin de Wonla. Cette forteresse, qui évoque un massif de lotus, est couronnée d'une série de proches semblables à de précieuses étamines. Il s'agit des 4 fils et frères du Seigneur. Bon, là, je saute un passage. Parce que l'aîné des 4 frères, le Tripen Bagdad Kyap, et le texte continue ensuite sur 115 lignes pour décrire comment Bagdad Kyap est devenu un grand souverain bouddhiste et comment il a fondé le temple de Wandla.
Alors, je ne vais pas procéder à une analyse approfondie de ce passage, mais j'aimerais attirer votre attention sur le mouvement de zoom narratif qui s'y opère. Nous passons du continent de Jambudvipa au pays du Tibet, puis au mont Kailash, d'où émerge l'Indus. À gauche de ce fleuve se trouve la région du Gyaching, au centre de laquelle se situe le site de Wanla et son temple. Alors, du Ladakh, nous rendons maintenant à Nadang. C'est un petit hameau de la vallée de la Spiti où se trouve cette pierre manie documentée en 2016. Alors, les pierres manies tirent leur nom du célèbre mantra d'Avalokiteshvara, Om Mani Padme Hum. Par conséquent, la prière d'ouverture est généralement dédiée à Avalokiteshvara. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est à nouveau le récit cosmologique et géopolitique qui précède l'acte de donation. Voyez, le meilleur continent est le continent méridional de Jambudvipa, sur la rive gauche de l'Indus, le roi du Dharma, que le roi du Dharma, Tidakpade, soit loué. À Dankar, sous sa juridiction, que le seigneur Yigel soit loué. Dans le pays de Nadang, où règne prospérité et bonheur, le dévoué donateur Kunchok Tsering a fait réaliser 1000 précieuses et sacrées pierres manies pour favoriser le développement de la communauté du temple. De même, la généreuse donatrice, Chocho Chokpa, a transformé les nourritures en nectar. Alors, nous avons ici des éléments internes qui nous permettent de dater de ce document du règne du roi de Gugé Tatidapade, c'est-à-dire du début du XVIIe siècle. À cette époque, la Spiti est encore rattachée au royaume de Gugé et administrée par un fonctionnaire, par un seigneur vassal, c'est le Punpo Nigel de notre inscription. Mais avec l'invasion de Gugé par le royaume du Ladakh en 1630, celle-ci va précipiter l'annexion de la Spiti par le royaume du Ladakh. Du coup, ce changement de pouvoir politique dans la région va naturellement se refléter dans les inscriptions de donateurs produites dans la Spiti après cette date. Alors, pour illustrer ce point, on va maintenant passer à un troisième type de registre. Alors, il s'agit d'une préface rédigée sur papier. Donc, pour vous rappeler le contexte, les fidèles laïcs et donateurs bouddhistes, eh bien, ils peuvent financer la reproduction de textes sacrés comme un acte dévotionnel et méritoire, puis offrent ces copies à une communauté monastique ou à un temple voisin. Alors, cette préface provient du village de Ki, qui est un petit village de la vallée de la Spiti, et peut être datée de la seconde moitié du XVIIIe siècle, plus précisément entre 1753 et 1782. Alors ici encore, c'est le récit cosmologique et géopolitique qui précède l'acte de donation qui m'intéresse. Voyez, le meilleur continent est le continent méridional de Jambudvipa. Les pentes enneigées du mont Kailash sont la résidence des Arahats, tandis que le lac Manasarovar est la résidence d'Anavatapta. Sur la rive droite de l'Indus se dresse un grand palais, imposant et majestueux. Sur la colline du palais glorieux de la grande capitale de Lé, puisse le home du grand roi du Dharma, Tsewang Namgyel, s'élever et que son royaume prospère. Dans l'excellent domaine de la Spiti, un fort est solidement établi. Au sommet de la colline de la capitale d'Ankar, puisse le grand préfet du fort, Tenkyong Gyatso, connaître une vie longue et que son royaume prospère. Acquis, je saute juste de ligne, acquis région de prospérité et de bonheur, où les hautes terres regorgent de miel et où les cultures abondent dans les basses terres, se trouvent des êtres nobles de la lignée, des êtres de la noble lignée, membres du grand clan Kyungpo, et parmi eux, eh bien, le généreux donateur Tsering Chodzin, qui a commandé 3 exemplaires du Vajrakedika, ainsi que plusieurs autres textes qui sont mentionnés dans la suite de cette préface. Que se passe-t-il? Voilà.
Alors, les trois exemples que j'ai présentés montrent clairement, il me semble, que ces registres de donateurs suivent une structure identique et utilisent les mêmes références culturelles et artifices littéraires, quel que soit le support, le lieu d'origine ou la période de production. Alors, en général, le narratif débute par la mention de Jambudvipa, situé au sud du mont Meru, comme un continent incomparable où l'on peut recevoir les enseignements du Bouddha, conformément aux descriptions que l'on trouve dans la littérature de l'Abhidharma. La formule la plus fréquemment utilisée dans ces documents est le meilleur continent est le continent méridional de Jambudvipa, Lingi Chogyur Loitsamling. Le Tibet, en particulier, occupe une place de choix dans cette cosmographie bouddhique. C'est une terre de prédilection et le nouveau centre du Chakravala bouddhique, grâce aux efforts notamment de la dynastie Pugyel. On trouve alors, par exemple, les expressions suivantes. Tempa Darwa Pugyel Pegyul, le pays du Tibet, Pugyel, où les enseignements bouddhistes ont prospéré, ou encore Tempa Darwar Longten Pegyul U, le pays du Tibet central où la propagation des enseignements bouddhistes a été prophétisée, ou alors, ce que vous avez à l'écran, Peyul Chögyi U, le pays du Tibet, l'épicentre du Dharma. Maintenant, ce n'est pas tant le Tibet central que finalement les hautes terres occidentales jouent ce rôle, le rôle principal. On voit alors que le récit se focalise ensuite sur la topographie de l'Ouest tibétain, culminant dans une représentation quasi cartographique qui, elle, est centrée sur le mont Kailash, le lac Manasarovar, ainsi que le cours des 4 grands fleuves qui en découlent. Alors, le mont Kailash est désigné systématiquement, régulièrement, sous le nom indigène de Tissé, dans la langue de Shangshung, soit le dieu eau ou la divinité rivière, ce qui fait probablement référence au rôle de cette montagne en tant que source des 4 grands fleuves cardinaux qui en découlent. L'expression littéraire couramment utilisée dans ces registres de donateurs parle des pentes enneigées du Kailash Tissé comme le lieu de résidence des Arahats. Et de la même manière, le lac Manasarovar est identifié à Anavatapta, le lac du roi Naga du même nom, qui, selon la littérature puranique et bouddhique, eh bien, se trouve au centre du monde. Ces registres de donateurs témoignent de la sacralisation du Tibet occidental par le biais d'une réinterprétation de son paysage. Au pied du mont Kailash ou du lac Manasarovar prennent naissance l'Indus, le Sutlej, le Brahmapoutre et le Karnali Gange. Ces 4 grands fleuves que les Tibétains connaissent sous la désignation de Kabab Chushi, eh bien, servent de point d'ancrage pour situer le contexte politique et l'autorité juridictionnelle spécifique à l'époque de la rédaction de chaque registre de donateurs. On suit alors le cours d'eau de ces rivières et le texte évoque ensuite un centre politique ainsi qu'une autorité supérieure qui exerce son pouvoir sur cette région au moment de l'acte de donation. Puis, comme on l'a observé, le récit indique la position géographique de l'entité politique par rapport à la rive droite ou à la rive gauche du cours d'eau. Et de manière assez systématique, cette position correspond à la réalité géographique de l'endroit où l'on trouve l'inscription ou la préface. Maintenant, c'est dans le domaine du souverain que le lieu de résidence du bienfaiteur ou du groupe de bienfaiteurs est finalement localisé et généralement nommé. Et là aussi, il y a un certain nombre d'expressions toutes faites que l'on retrouve d'un document à l'autre, comme par exemple dans ce pays où abondent les dix vertus, ou encore dans ce pays où ruisselle la prospérité et le bonheur. Alors ces expressions, eh bien, permettent de faire la transition entre l'ancrage géopolitique et l'acte don de ces registres de donateurs.
Alors, en parallèle à cette transformation du paysage religieux de l'Ouest tibétain, on observe aussi une formalisation relativement rapide des représentations de donateurs et des scènes de consécration sur les murs des temples construits entre la fin du Xe et la fin du XIIIe siècle. Alors, vous aurez peut-être reconnu en haut de cette image un détail de l'assemblée de Tabo, présidée par Yeshue en 996. Puis la scène centrale, quant à elle, illustre la même congrégation de Tabo, mais cette fois en 1042, lors de la rénovation de ce temple, qui, elle, a été entreprise par Zhang Zhupe. Quant à la troisième scène, tout en bas, elle représente le banquet de consécration du temple de Wanla, un tableau qui se trouve juste en dessous de l'inscription de fondation à laquelle nous allons revenir maintenant. Alors, ce tableau illustre les principaux protagonistes ayant fondé le temple de Wanla entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle. Alors, tout à gauche, on voit d'abord le mécène de ce temple, Bagdad Kiap, qui est identifié de manière individuelle par une inscription située en dessous. En face de lui, à la droite de la scène, se trouve le maître bouddhiste ayant effectué le rituel de consécration et probablement supervisé la conception du temple de Wanla. Alors, on ne connaît pas exactement l'identité de ce prêtre de cour, mais deux passages de l'inscription suggèrent qu'il est affilié à la tradition Jigong, Kagyu, du bouddhisme tibétain, et on retrouve d'ailleurs un certain nombre de figures de cette lignée représentées dans le programme artistique de ce temple, lequel d'ailleurs témoigne, entre autres, d'une très forte influence du Tibet du Tibet central, comme l'a souligné les historiens de l'art. Alors, ces informations sont pleinement compatibles avec les données historiques et le contexte religieux de l'époque, et elles constituent probablement la clé de lecture pour comprendre l'origine de nos registres de donateurs. Alors, nous savons que le Tibet occidental et le Ladakh en particulier sont largement dominés par la présence de communautés Jigong à cette époque. On voit des groupes de moines et de yogis qui s'installent dans les régions proches du mont Kailash en 3 vagues successives qui sont datées par Roberto Vitali de 1191, 1208 et 1215. Donc, c'est une période qui couvre approximativement le déclin et la fragmentation du royaume des 3 provinces du Tibet occidental et la fondation du temple de Wanla. Ces nouvelles communautés religieuses, elles peuvent bénéficier du soutien économique et de la protection de petits seigneurs, ainsi que de mécènes locaux. C'est l'exemple que nous avons sous les yeux à Wanla. Et dans ce contexte très particulier, les diverses branches de la tradition Kagyu, et particulièrement la lignée Drigung, semblent jouer un rôle crucial dans la sacralisation du Tibet occidental et dans ce que Alex Mackey désigne comme la nationalisation du mont Kailash. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce processus. Je vous recommande les travaux de Tony Huber, de Holy Land Reborn, ainsi que l'étude d'Alex Mackey sur le mont Kailash et la création d'une géographie sacrée de l'Himalaya. Dans son étude, Mackey note qu'au début du XIIIe siècle, ce mont Kailash se trouve au cœur de diverses revendications qui reflètent les efforts des traditions Kagyu pour projeter leur cosmologie de l'Abhidharma sur le paysage du Tibet occidental dans le cadre de ce qu'il appelle une stratégie à la fois religieuse et politique. Donc les Kagyu, en particulier la tradition Drigung, quittent le Tibet central, ils partent s'installer à l'extrémité occidentale du plateau tibétain et affirment que leur nouvel emplacement constitue le centre ontologique du monde bouddhiste. Cette revendication s'exprime à travers une réinterprétation du paysage de l'Ouest tibétain qui met en scène des images terrestres, des lieux mythiques présents dans la littérature bouddhique. Alors, comme j'ai essayé de le montrer aujourd'hui, cette représentation du monde va aussi se diffuser sur le terrain à travers les registres de donateurs produits par les communautés bouddhistes de ces régions. La conséquence principale de cette réécriture
réside dans l'intégration complète des régions frontalières du Tibet occidental et de leur communauté au sein d'une conception du monde bouddhique qui est maintenant proprement tibétaine. De plus, les habitants de ces régions occupent non plus la périphérie, mais désormais occupent le centre de cet univers qui est représenté symboliquement par le mont Kailash dans cet imaginaire religieux. Donc, pour conclure, on va reprendre un petit peu de recul et de regarder notre plateau tibétain dans son ensemble. Donc, les idées que j'ai essayé de développer aujourd'hui et que j'aimerais approfondir dans mon livre permettent de suggérer qu'un processus de formation identitaire des régions occidentales du Tibet s'est déroulé sur une période d'au moins 5 siècles. Ce processus s'amorce avec l'incorporation de ces régions frontalières à l'Empire tibétain au 7e siècle et se prolonge jusqu'à leur évolution en un centre symbolique de l'univers bouddhiste vers la fin du XIIIe siècle. Alors, comme l'indiquent de nombreuses recherches qui portent sur l'histoire des frontières, les border studies, les zones périphériques apparaissent souvent comme des lieux privilégiés pour l'émergence de processus d'ethnogénèse. Et dans le contexte qui nous préoccupe, la formation d'une nouvelle identité culturelle ou ethnique s'est faite par l'assimilation d'éléments extérieurs, à savoir la langue tibétaine, puis le bouddhisme. Ce projet civilisationnel, soutenu par les élites tibétaines et locales, revêt à la fois une dimension politique, mais aussi religieuse, comme c'est presque toujours le cas dans le contexte tibétain. Mais il ne faut pas oublier peut-être que le degré de conscience ethnique ou nationale dépend aussi de la nature et de l'intensité des contacts qui définissent ces régions frontalières. Il faut donc peut-être prendre en compte aussi dans cette analyse que le déclin du bouddhisme en Inde, l'expansion de l'islam, ainsi que l'extrême position périphérique de ces communautés de l'Ouest tibétain, à l'intersection de plusieurs mondes, ont également joué un rôle tout aussi important dans le renforcement identitaire et le sentiment d'appartenance de ces régions, du moins à partir de la fin du XIIIe siècle. Voilà, je vous remercie, je vais m'arrêter ici.